la séance. Qui est-ce qui veut bien être secrétaire de séance? D'accord, Brigitte Mouche. Donc j'ai un certain nombre de pouvoirs, certains conseillers sont en vacances, d'autres sont dans des représentations à la communauté de communes, pour certains. Alors, Madame Gardet donne pouvoir à Madame Nico, Madame Pianet à M. Février, Madame Dio à M. Duval, Madame Flateau, donc, qui est à Axor sur une réunion sur le PLH, nous donne pouvoir. Madame Quintin donne pouvoir à M. Delamarre, elle est au SMICTOM pour une réunion de bureau, je crois. M. Ligon donne pouvoir à M. Pitois, M. Le Floch à Mme Kiefer, M. Le Diagon, même chose à la réunion Axor sur le PLH, donne pouvoir à Mme Ricot, M. Gauthier à M. Lepage et Mme Perrin à Mme Chéradam. Et ne sont pas arrivés encore M. Cloteau, M. Tibus. M. Ballard est là. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc nous sommes 17 présents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 pouvoirs. Regardez donc si vous avez ça qu'on fait, on est paquet. D'accord. Bien. Je vais commencer par l'approbation de l'ordre du jour de la séance précédente, donc la séance du 24 avril 2012. Est-ce que vous avez des observations? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc c'est à peu près l'unanimité. Je donne lecture des décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Alors la première, la 84, considérant la proposition d'indemnisation de Groupama d'un montant de 235,15 € PTC pour la réparation d'un phare du véhicule du gardien de police qui a été endommagé. On accepte cette indemnisation. Après, on a un certain nombre de décisions sur des contrats de maintenance de photocopieurs. Je vais simplement vous rappeler et vous remettre en mémoire les règles d'achat et d'entretien des photocopieurs. Donc, les photocopieurs sont achetés une fois tous les 7-8 ans en général, 9 ans, 10 ans, jusqu'à ce qu'ils fonctionnent bien. Lorsqu'on les achète sur consultation, on a un contrat d'entretien de 5 ans. Et au-delà de 5 ans, lorsque les photocopieurs continuent à fonctionner, on passe un avenant avec l'entreprise qui est chargée de l'entretien. Donc, ce qui explique que pour un certain nombre de photocopieurs que l'on va voir tout de suite, le délai de 5 ans est dépassé et on passe chaque année donc, un contrat pour reprolonger d'1 an la maintenance. Quant au prix de copie, c'est le même prix que celui arrêté d'origine du contrat et qui est actualisé chaque année, révisé chaque année en fonction d'un indice ou d'une formule qui est comprise dans le contrat de départ. Voilà, pour être clair sur tous ces contrats de maintenance des photocopieurs. Alors, la décision 85 concerne le photocopieur. Je ne me trompe pas, au cœur du groupe, c'est greffe UFCV, d'accord. Donc vu le transfert du photocopieur qui était auparavant à l'école maternelle Charcot, le groupe scolaire Marcel Greffe qui a été donc transféré au service chargé de l'enfance jeunesse à l'UFCV,
Donc, ce photocopieur est toujours en activité et on propose de passer un avenant numéro 5 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp ARM 235 du service chargé de l'enfance jeunesse avec la société OMR afin de prolonger le contrat du 10 juin 2012 au 10 juin 2013, moyennant un coût copie de 0,01485 € hors taxe la copie. Donc celui-là, il est déjà dans sa 10e année, c'est bien ça, Louis, si je me trompe pas. C'est un copieur qui sert très très tôt, en fait, dès que l'UFCB a des gros tirages, ils viennent au photocopieur dans la mairie. Donc c'est vraiment du ponctuel. La décision 86, le photocopieur de la salle Henri Brouillard. Là aussi, on rappelle la date d'acquisition de ce photocopieur, qui était d'abord à l'accueil de la mairie, et qui est ensuite arrivé à Henri Brouillard. Il est passé un avenant numéro 6 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp ARM de la salle Henri Brouillard avec la société OMR afin de prolonger le contrat de maintenance du 30 mars 2012 au 30 mars 2013, moyennant un coût copie de 0,019 € hors taxe. L'avenant numéro 3 au contrat de maintenance du photocopieur de l'école maternelle Charcot, toujours avec la société OMR. Donc on vous rappelle la décision du 20 juin 2002, d'acquisition de ce photocopieur. Il est passé un avenant numéro 3 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp ARM 351 de l'école maternelle Charcot avec la société OMR afin de prolonger le contrat de maintenance du 29 avril 2012 au 29 avril 2013, moyennant un coût copie de 0,01482 € hors taxe. La décision 88, il s'agit cette fois du photocopieur du groupe scolaire Les Calunes. Il est passé un avenant numéro 3 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp ARM 276 du groupe scolaire Les Calunes avec la société OMR afin de prolonger le contrat du 14 octobre 2012 au 14 octobre 2013, moyennant un coût copie de 0,01189. La décision 89, le photocopieur du service technique de la mairie, dont l'achat remonte à 2005. Il est passé un avenant numéro 6 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp ARM 276 des services techniques de la mairie avec la société OMR afin de prolonger le contrat de maintenance du 11 mai 2012 au 11 mai 2013. Ayant un coût de copie de 0,011,077. La décision 90, le photocopieur de l'accueil de la mairie, c'est de 2006. Il est passé un avenant numéro 2 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp ARM 165 de l'accueil de la mairie avec la société OMR afin de prolonger le contrat de maintenance du 10 mars 2012 au 10 mars 2013, moyennant un coût copie de 0,011,084 €. La décision 091, contrat de maintenance du photocopieur de la Maison des Associations. Donc là aussi, c'est un rappel 6 juillet 2011 qui a eu l'acquisition de ce photocopieur, qui était d'abord à l'espace Galatée et qui est aujourd'hui à la Maison des Associations. Il est passé un avenant numéro 4 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp AR200 de la Maison des Associations avec la société OMR afin de prolonger le contrat de maintenance du 3 avril 2012 au 3 avril 2013, moyennant un coût copie de 0,01794 € hors taxe. La décision 92, il s'agit du photocopieur de l'espace Galatée, acheté en 2007. Il est passé un avenant numéro 1 au contrat de maintenance du photocopieur Sharp ARM 207 du 1er mars 2013, du 1er mars 2012 au 1er mars 2013, moyennant un coût copie de 0,011,327 €. Et j'en ai fini avec les photocopies. La décision suivante, la décision 104,
porte passation d'un avenant numéro 2 au marché de maîtrise d'œuvre des travaux d'extension des réseaux d'eau usée au cabinet Sevaux Associés. C'est un marché qui remonte déjà à 2009 et que l'on veut solder. Vu l'attribution, il y a eu un marché d'études, on a fait une consultation, on a attribué les travaux des réseaux d'eau usée du Verger et de la Perret à l'entreprise ETDE pour un montant de 277 608 € hors taxe. Il y a eu un avenant numéro 1 au marché de ce travaux d'un montant de 32 044,92 et on a promis à ce moment-là de vous présenter l'avenant sur le marché de maîtrise d'œuvre. Et on le fait avec un peu de retard. Il est donc passé un avenant numéro 2 au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'extension des réseaux d'eau usée au lieu de rue de la Massée, le Verger, la Perret, avec le cabinet Sevaux et Associés, afin de fixer le coût de réalisation des travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter à hauteur de 309 652,92 € hors taxe. C'est la somme des deux montants de travaux que je vous ai donnés tout à l'heure. Une décision, la 105, portant acceptation de l'indemnisation de Calberson Armorique suite au sinistre survenu le 23 septembre 2011 qui a provoqué l'endommagement d'un potelet à boules à tête rue du Général Leclerc. Donc on a repéré le véhicule qui a commis cet endommagement. C'est la société Calberson Armorique qui donc, a accepté de rembourser les dommages à hauteur de 120 €. Une décision de non-préemption, de droit de préemption. Donc, il s'agit de la déclaration d'intention d'aliéner d'un terrain bâti situé de Eugène Delacroix, dans le lotissement des Héberges, cadastré section AN 91, une superficie de 419 m². La commission a proposé de ne pas faire jouer le droit de préemption, s'agissant d'un terrain bâti en lotissement. La décision 107 porte passation d'un contrat de coordination de sécurité avec la société ABS Chantier afin d'assurer la coordination en matière de sécurité et de santé au cours de la conception et de la réalisation des travaux d'aménagement du futur quartier Bellevue. Suite à une consultation des entreprises, nous avons retenu la proposition de la société ABS Chantier, qui était la moins disante, qui est située sur Guichin. Donc, afin d'organiser la coordination en matière de sécurité et de santé au cours de la conception et de la réalisation des travaux d'aménagement du quartier Bellevue, moyennant la somme de 3 080 € hors taxe. Un avenant numéro 2 au marché de maîtrise d'œuvre des travaux d'extension des réseaux d'eau usée au cabinet Sevaux et Associés. C'est un double. Non? Oui. Regardez si les chiffres sont les mêmes. Ah, c'est moi qui retourne en arrière. Pardon. Excusez-moi. Bien. Alors, la dernière décision, la décision 108, c'est ainsi une décision de non préempté sur un bien soumis à la vente. Il s'agit d'un terrain situé non pas dans la zone, mais en limite de zone d'activité de la Montrose. Donc des terrains qui sont cadastrés YH 45, 185 et 187, une superficie de 6313 m². La commission d'urbanisme propose de ne pas faire jouer son droit de préemption à l'occasion de la vente de ce terrain, limite de zone d'activité. Est-ce que c'est quelle activité dans s'installer? Pour le moment, non. Non, parce que
parce que le projet dont je vais vous parler tout à l'heure est imaginé de s'installer là. Et donc, comme on lui a fait une proposition différente, s'il devrait être d'accord tout à l'heure, ce projet ne se ferait pas sur le terrain dont on vient de parler. On en discutera tout à l'heure, pourquoi l'intérêt de l'un plus que l'autre. Oui, tout à fait. Alors, le point numéro 1, lotissement de domaine des Grès, travaux de viabilisation, avenant numéro 2 ou numéro 4, espace vert et mobilier urbain. Ce dossier vous aura été présenté par Didier Le Diagon, mais comme il n'est pas là, je le présente à sa place. Par délibération du 29 octobre 2007, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché au lot numéro 4, espace vert et mobilier urbain, avec l'entreprise Serran, paysagiste, pour un montant de 215,927 € 93 centimes d'euros. Un avenant numéro 1 a été autorisé, vous avez autorisé un avenant numéro 1 le 29 avril 2008 pour un montant plus de 5 260 €. Dans le cadre de l'exécution des travaux, il y a lieu d'ajuster le marché en prenant en considération les éléments en plus et en moins. Travaux supplémentaires, 14 421,22 €, pour de l'importation d'arbustes complémentaires à hauteur de 3 135 €, une nettoyage de haies, 1 220 €, la modification de forme de plantation, 1 400 € et des plantations complémentaires pour 7 574,22 € et un engazonnement en bordure de RD 39, 1 092 €. Donc tout ça, ça fait 14 421,22 € en plus. Et maintenant, il y a des moins-values quand même. Alors, sur du mobilier, moins 3 375 €. Sur des espaces verts, moins 63 573,44 €. Soit, si l'on fait la somme des plus et des moins, un avenant en moins-value de 52 527,22 €. Donc la commission de travaux qui a regardé, plus la commission de finances, vous propose d'accepter de passer cet avenant numéro 2 avec l'entreprise Serran paysagiste pour un avenant en moins-value de 52 527,22 € et d'autoriser le maire à le signer. Pas de vote contre, pas d'abstention. Voilà. Il y a eu des travaux en plus-value, mais sur un autre lot, en fait, sur le terrassement, notamment pour le bougage des chaussées. Oui. Ça apparaît sur le espace vert. Tout à fait. Mais aussi les plus-values sur un autre lot. Oui, si on se replace sur le bilan général du lotissement. Pour l'aménagement RD, c'est pareil. On a supprimé les espaces verts, et on a remplacé ça par des enrobés, etc., des aménagements, des bordeaux, etc. Il y a du plus à côté, quoi. Qui ont été vus déjà dans un avenant. Il ne faut pas prendre moins 500 000 comme ça. On est bien d'accord. On est bien sur le marché espace vert, domaine des Grès. Donc il n'y avait pas de vote contre et pas d'abstention, donc il est adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est une proposition de groupement de commandes pour des travaux, on les a appelés rénovation des chaussées communales sur les communes de la communauté de communes du canton de Guichen, Axor. Donc c'est essentiellement du point-à-temps. Même si on a appelé ça rénovation des chaussées, c'est du point-à-temps. Et du point-à-temps automatique en particulier. Tout à l'heure on parlera de PATA. Donc le PATA, c'est point-à-temps automatique. Alors, sur une proposition de la communauté de communes, on propose que les communes de celles-ci qui ont le besoin identique en matière de rénovation de chaussées par point-à-temps automatique, de fournitures qui vont avec cette opération, c'est-à-dire des granulats et puis du liant, intéressent dans un groupement de commandes
l'ensemble des communes et la communauté de communes. Dans ce cas, il est envisagé la mise en place d'un groupement de commandes pour la rénovation des chaussées de ces communes, se caractérisant par la coexistence de plusieurs maîtres d'ouvrage, la communauté de communes et les communes membres. Ceci aura pour conséquence de regrouper les demandes et de réaliser, a priori, des économies d'échelle substantielles. Ainsi, la mise en place d'un tel groupement permettra aux entreprises retenues de n'avoir qu'un seul interlocuteur dénommé le coordonnateur. La création d'un groupement de commandes implique, ceci en application de l'article 8 du Code des marchés publics, la conclusion d'une convention constitutive entre les communes indiquant les modalités de fonctionnement du dit groupement. La communauté de communes du Guichard serait, donc si vous en êtes d'accord, le coordonnateur du groupement de commandes. Elle serait chargée de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des co-contractants. Le coordonnateur signera et notifiera le marché. Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de la bonne exécution. Pour l'exécution, ça ne change rien à ce qui se passe aujourd'hui. La mise en place d'un groupement implique également la création d'une commission d'ouverture des prix. En application de l'article 8 du Code des marchés publics, la commission d'ouverture des prix du groupement, présidée par le représentant du coordonnateur, en l'occurrence le président de la communauté de communes ou son représentant, comprend aussi obligatoirement un représentant de chaque membre du groupement, élu parmi les membres de la commission d'appel d'offres de cette commune, de ce membre, ayant voix délibérative. Voilà pour les explications. Et compte tenu de ces explications, la commission travaux et la commission finances, peut-être aussi, je sais pas. Oui, oui, tout à fait, pardon. Vous propose d'adhérer à ce groupement de commandes. Donc, premièrement, d'approuver le principe d'un partenariat avec la communauté de communes du Guichard et ses communes membres sous forme d'un groupement de commandes. D'autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement dont la communauté de communes de Guichard sera le coordonnateur, d'approuver la création d'une commission d'ouverture des prix, d'autoriser le coordonnateur à lancer le marché selon une procédure adaptée, et d'autoriser le coordonnateur du groupement à signer et notifier le marché, chaque commune membre du groupement s'assurant ensuite de la bonne exécution, c'est-à-dire de la passation du bon de commande et du paiement, du suivi des travaux et du paiement des travaux. Voilà. Donc ça doit être approuvé par la communauté de communes qui l'a fait à sa dernière réunion de comité et donc maintenant par l'ensemble des communes qui veulent bien adhérer. A priori, il y avait sur le principe unanimité des communes pour entrer dans les groupements. Oui, madame. Est-ce que ça change quelque chose par rapport aux travaux qui étaient réalisés en régie précédemment? Parce que ce type de petits travaux non. Non. Oui, systématiquement sur le principe. En fait, on avait un triennal dans la commune de Guichard et la dernière année du triennal, c'était cette année. D'accord. Donc, cette année, on adhère, mais on ne rentre pas dans la pratique en 2012, mais dès 2013, on sera dans le groupement de communes. Et vous avez pu faire un calcul de différence sûrement pour les valider? Non. Alors la communauté de communes a anticipé la décision de ses communes membres et donc a lancé la consultation des entreprises, mais pour le moment les offres ne sont pas remises, donc je pense qu'on peut gagner 5 à 10 points, peut-être 10%, peut-être. Je ne sais pas quel était le montant du prêt-à-temps pour nous. En valeur? Oui. Nous, je suis à peu près 35 000 € Par an. Moi, je parlerai plutôt en tonnes. Ah oui, excusez-moi, parce que j'ai ça en tête pour avoir un système. Guichard, c'était à peu près 30 tonnes de matériaux, et là, au minimum, on sera à 70 sur l'ensemble des communes. Donc, des économies, certainement, d'échelle. Bon, je crois qu'il y avait dans l'esprit du vice-président chargé de la commission de vouloir enclencher un dispositif de commande.
c'est le premier, peut-être qu'il y aura d'autres l'année prochaine sur les fournitures. Vous avez prévu de vous revoir, Loïc? Non, encore pas pour le moment, mais on a une idée de le faire sur les produits d'entretien, sur les fournitures de bureau. Enfin, on est à peu près tous d'accord et unanimes sur le fait qu'il faut y aller. Après, c'est plus comment dire, qui pilote et qui peut en assurer le suivi régulièrement, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le jeu de la petite commune. Parce que je pense que les collègues vont être asphyxiés. Enfin, ça demande du travail malgré tout. Et alors bien sûr, ça va décharger les autres communes, mais si on charge la petite commune, enfin, c'est pas l'intérêt. Donc on a suggéré plutôt qu'une commune prenne en charge un dossier, le traite de A à Z et puis avance comme ça. Pour le monter ou pour le fonctionnement, c'est chaque commune après oui, mais il y a le suivi financier parce qu'on est sur des montants minimum maximum. Donc ça veut dire que les factures vont devoir quand même transiter par la commune pour que le collègue s'assure que nous est toujours dans la fourchette au moins des mini-maxi. Rien que ça, il faut faire un petit certificat de paiement que les communes vont donc ajouter à leur paiement. Alors voilà, un petit peu de travail administratif. Un marché, ça va. Deux, ça va peut-être aller. Et après, le collègue il va peut-être dire, il faut prendre son relais. C'est pas possible que la commune se décharge comme ça. Enfin, que les communes se déchargent comme ça. Parce qu'effectivement, les petites communes passent peu de marché à bon commun aujourd'hui, donc elles sont fortement intéressées. Nous, on l'est aussi, on fonctionne déjà beaucoup en marché à bon commun. On peut en prendre un certain nombre de toute façon. Moi, je l'ai déjà indiqué, pas de souci pour qu'on soit le coordonnateur de certains domaines d'activité. Mais après, il faut en discuter avec les collègues. Apparemment, tout le monde est d'accord. Oui. Bon, donc voilà, il vous est proposé, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des votes contre, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, et puis si on reste, donc, sur la commission d'appel d'offres, qui est le point 8, je crois, 10, est-ce que vous êtes d'accord pour que la commission participe à la commission d'ouverture d'esprit, moi-même et Olivier Le Diagon. Oui, c'est ça. Alors, ça c'est la proposition que je vous fais. De la commission, des réunions qui se tiendront sans doute en journée, des gens plutôt disponibles en journée. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? On peut y en avoir. S'il n'y en a pas, est-ce que vous autorisez à ce qu'on vote en main ou est-ce que on vote par bulletin secret? C'est vous qui pose la question, sachant qu'on vous indique qu'il est voté à bulletin secret. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité, donc il faut que ce soit à l'unanimité. Comment fait-on? Y a-t-il unanimité pour voter sans bulletin secret ou pas? On y va? D'accord. Alors, donc sur moi-même, M. Diablon, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci, on a gagné beaucoup de temps. Le point suivant, le point 3, quartier Bellevue. Le 28 février 2012, vous avez autorisé le maire à déposer le permis d'aménager de façon à ce qu'il soit instruit, sachant que cette instruction dure de l'ordre de 3 mois, donc mars, avril, mai, peut-être qu'on aura le permis d'aménager en juin, juillet. Pour ne pas perdre de temps, on peut se lancer d'ores et déjà les consultations pour les travaux, pour que les travaux puissent démarrer en octobre peut-être, dans le meilleur des cas, on viendra plus loin. Donc on vous propose d'approuver un dossier projet et une consultation qui va suivre au vu du dossier projet. Donc on va rajouter dans les pièces pour lancer la consultation. Donc, on rappelle que la
la maîtrise d'œuvre a été confiée par une décision de septembre 2010 à l'atelier du Canal et à Safège pour l'urbanisation du quartier de Bellevue. Le groupement de maîtrise d'œuvre a remis le dossier projet du quartier de Bellevue, comprenant le plan, le descriptif des travaux projetés ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux, lequel s'élève à 2 855 000. Et les commissions travaux la commission travaux qui a regardé le dossier à 2 reprises, qui a fait des observations à chacune de ces réunions, qui ont été reprises par les bureaux d'études, la commission de finances vous propose de valider ce dossier projet de façon à lancer la consultation. Alors je ne cache pas qu'on a aussi un préalable avant de lancer les travaux, c'est de s'assurer auprès des banques que les prêts vont pouvoir nous être alloués sur des frais de relais de 12 ans ou 3 ans. Donc on est en consultation actuellement. Voilà. C'est moins simple que ça ne l'était. J'espère qu'on va y arriver. La banque nous demande quelques assurances sur la vente rapide des lots, ce genre. Et des taux élevés. Vous augmentez des taux aussi? Oh oui, oui. Enfin, je ne sais pas à quel taux, mais en taux fixe, on sait qu'on est beaucoup plus haut. On est à 5,50 sur le taux fixe, alors qu'on était à 90,4 sur ces prêts à court terme. Je sais pas. Par contre, c'est jusqu'à combien? Justement, par rapport à la vente certaine des lots, moi j'ai une question à vous poser, puisque là on a un élément sur le coût des travaux. Ouais. Vous pouvez avoir aussi un des éléments pour me répondre sur la question du prix de vente des terrains. Non, non, je préfère pas. Vous n'avez préfère pas pas parce du tout que- d'idée sur le prix de vente des terrains. Parce qu'en fait, la question de la vente des terrains, c'est ce qui la conditionne, c'est aussi le prix de vente des terrains. Oui, Donc au niveau des banques, ils vous demandent peut-être aussi la fourchette dans laquelle vous vous situez au niveau des prix de vente des terrains, non? Pas forcément. je ne voudrais pas annoncer des chiffres qui restent dans la tête de gens, alors qu'aujourd'hui, on est très lié à la réponse des entreprises sur le coût réel. Aujourd'hui, on a fait une estimation à 2,8 millions. Si on a 10% sur ce marché de travaux, ça fera toujours des éléments qui vont modifier à la hausse ou à la baisse. J'espère plutôt à la baisse en ce moment, mais... Le dernier lotissement municipal, on était à 120 Oui, mètres carrés, oui, c'est ça? oui, oui. On sera forcément dessus. Oui, on sera au-dessus. Oui. On sera au-dessus. Et quelle marge peut-être pourriez nous indiquer? Non, vous voulez savoir, mais je pense qu'il faut. Bon, je ne veux pas donner de chiffres parce que vous ne retiendrez que ce chiffre-là. Ce que je peux dire, c'est que on sera très attentif à essayer de maintenir à un coût le plus raisonnable possible le prix de la vente des lots. Et donc ça dépend des prêts relais, ça dépend de la réponse des entreprises aux appels d'offres. Voilà, il faut encore un peu de patience. C'est des choses qu'on pourra approcher en septembre. D'accord. En septembre, et je pense que l'on pourra fixer des prix à notre conseil de octobre. Et du coup, comment les banques, alors, sur quels éléments les banques se déterminent pour savoir si vous allez vendre ou pas rapidement les lots, puisque c'est un élément que vous avez annoncé en En fonction début. du nombre de demandes. Et donc vous avez combien Ils sont de demandes? déposés. Et vous avez combien de demandes du coup à ce Je ne jour? sais pas, je n'ai pas compté. Non, Je n'ai pas compté. Oh, ça serait simple de regarder, effectivement. Ceci étant, il ne faut pas prendre les demandes que l'on a comme ça, brut, comptage. Parce qu'il y a certainement des gens qui ont trouvé des solutions, qui ont déposé des dossiers il y a 1 an ou 2, qui ont des solutions, qui ont choisi d'autres options. Et Vous puis, actualisez les listes quand même, non? hein, Vous actualisez les listes, j'imagine, de temps en temps? non, depuis 2 ans, on n'a pas actualisé. Depuis qu'on n'a plus de lots à vendre dans le lotissement Le Domaine des Grès, on a répondu aux gens le prochain lotissement quartier Bellevue. On avait dit d'abord 2e trimestre 2012 et puis là on a rectifié en disant 3e trimestre 2012. Depuis on n'a pas cherché à éliminer les candidats qui auraient déjà trouvé. Donc on a une liste un peu gonflée sans doute. Et puis on s'est aperçu aussi que même si des gens sont intéressés, parfois s'ils ne trouvent pas le bon terrain au bon endroit avec la bonne superficie, ils ne donnent pas forcément suite non plus lorsqu'on les contacte. Et moi je répète ma demande, j'aimerais que ce soit créée une commission d'attribution des municipaux, une commission composée d'élus de la majorité et de l'opposition.
une démarche beaucoup plus transparente que ce qui existe aujourd'hui. C'est ma demande que je réitère depuis 4 ans. Qui permettrait d'en savoir plus sur le nombre de demandes en attente. On verra ça au mois de septembre, effectivement. On ne peut pas d'ores et déjà dire. Voilà. En fait, sachant que là aussi, je vois bien, j'ai bien vu que les communes avaient mis des critères en route. Enfin, des critères, c'est pas forcément ça qui est le plus impératif. Ce que me posent souvent les demandeurs, c'est est-ce que je vais pouvoir choisir dans les premiers ou dans les derniers. C'est ça un peu la demande qui émane souvent de la part des acquéreurs qui veulent avoir le choix du meilleur lot pour leur compte. Là, on peut bien effectivement choisir les gens que l'on va inviter au choix. Mais alors comment les faire venir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 avoir d'inscription, c'est tout. Voilà. Sur le courrier qui arrive. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'on gère de façon administrative. Mais alors attendez, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a aussi l'expérience des 2 derniers lotissements. Vous avez quelqu'un qui arrive, qui demande à voir le plan, à réfléchir, à regarder, et qui revient une semaine ou 15 jours après, qui nous dit bah, je ne suis pas encore trop décidé. Voilà. Le choix n'est pas immédiat. Ce qui fait que je pense que le fait qu'on ait aussi invité les dernières fois 10 personnes ou 15 personnes à venir et puis à se déterminer rapidement, on a pu passer après une phase ultérieure. Bon, enfin, voilà des solutions. Je pense que 7 ans, il serait temps de réfléchir à une autre façon de faire. Je pense qu'il faut, sur une commune qui évolue comme la nôtre, il faut plus de transparence. Aujourd'hui, la transparence, il y a de la transparence. Vous savez, il n'y a pas de copinage dans les ventes ou dans les propositions. Les gens sont invités et on ne dit pas à certains vous venez, pas vous. En fait, je crois qu'on avait fait un choix, les habitants de Guichen en premier. Et puis, une fois que tous les habitants de Guichen avaient soit choisi ici, soit c'était désisté, on a invité de l'extérieur. Mais ça n'est pas forcément très compliqué. Mais je suis contente de savoir que vous réfléchissez. J'ai repris l'exemple de Mordel qui avait publié effectivement des règles. Bon, je ne sais pas si c'est plus pertinent et si on s'en portera mieux. Bon. Le lotissement, la copie, il est complet ou pas? Oui. Même au niveau des petits locatifs? Alors, oui, tout à fait. Maintenant, les derniers locatifs, qui sont les petites maisons locatives qui sont en construction, vont être mis en location jusqu'à la fin de l'année. Il y en a 6 dans la MAM, donc un petit groupe de 6 fin juin. 1er juin, pardon. Il y aura un autre paquet en septembre, et puis un autre paquet en décembre. Puis après, donc, ce qui reste, c'est le petit lotissement à l'entrée, là, Terravia, là où les terrains sont à vendre, et où les travaux de viabilité vont démarrer aussi dans un an. Il y a encore de demande? D'après les renseignements que j'ai, sur des prix de terrain qui sont plutôt à 200 € qu'à 100 ou un peu plus, il y a la moitié des lots qui sont réservés. 3 quarts. Si les communes sur la métropole qui ont pris énormément de retard dans la vente de la maison. Ça explique qu'il y a... Je connais quelques situations effectivement où il y a eu un an et demi de retard parce que les gens ne tiennent pas des prêts par exemple. Ce qui est compliqué pour vous en termes de négociation aujourd'hui avec les banques, elle est encore plus pour celles et ceux qui vont demander des prêts actuellement en banque. Et donc, y compris des sélections de familles qui ont été opérées, ils sont obligés de s'y reprendre 2-3 fois. Donc, ce qui risque avec peut-être, un an et demi. Ce qui risque aussi peut-être d'être une des difficultés que l'on va rencontrer. On va réserver des terrains dès le mois d'octobre, et puis peut-être que 3 mois, 4 mois après, les réservataires vont venir nous dire je n'ai pas mes prêts, donc je suis obligé d'arrêter. On risque d'avoir ce type de renoncement plus que par le passé. Bien. Enfin, vous pourrez
donner des indications en tout cas sur les négociations en cours lors du prochain conseil, notamment avec les banques, voir un peu quels sont les taux. Oui. Est-ce qu'on pourra du même coup avoir des précisions sur le prix du mètre carré non, moi je vous dis, attendez octobre, je pense qu'en octobre on pourra fixer les prix. On aura, j'espère, tous les éléments, les réponses aux appels d'offres que l'on pourrait donc examiner à notre réunion de début septembre, du 4 septembre, c'est un peu l'objectif, et donc fixation des prix de terrain en septembre et octobre. Stratégie de réservation des lots, et puis affichage de la possibilité de réserver des lots à partir de fin octobre de l'année 2020. Bien, avec toutes ces précisions, est-ce que je peux mettre au vote ce point 3 qui est le contre, les abstentions? Donc c'est adopté. Sachant aussi pour votre gouverne, mais peut-être que vous l'avez déjà, ce que l'on a essayé de faire dans cette opération, c'est de mettre d'ores et déjà aussi dans le coup, en amont possible, les organismes de logements locatifs sociaux, de façon à ce qu'ils travaillent déjà sur le lot et qu'on puisse démarrer le plus rapidement possible les opérations et qu'on puisse aussi tenir compte dans le bilan global du lotissement des prix de terrains locatifs sociaux qui ne se négocient pas au même prix que tout ça aussi, ça rentrera dans le bilan et dans la fixation des prix de l'opération. Le point 4, la construction de l'extension du complexe Jean-Pierre Moussoir. On vous rappelle une décision très ancienne, donc de 2001, par laquelle nous avions signé un marché de maîtrise d'œuvre avec la SARL d'architecture Labès pour la construction d'un complexe sportif à Guichet. On avait décidé à l'époque, pour qu'il y ait une vue d'ensemble de l'opération, que l'on savait déjà qui serait réalisée en plusieurs tranches. Le projet portait sur la construction d'un dojo tennis, première tranche, d'un gymnase et de vestiaire, deuxième tranche, et de locaux de réception, troisième tranche. Alors, les choses ne sont pas allées aussi vite que l'on pensait peut-être en 2001, donc on a construit la première tranche, et on a tardé un peu à lancer la deuxième tranche. C'est ce que nous avons fait par ordre de service du 25 février 2010, où on a invité le cabinet Labès à travailler sur la tranche conditionnelle numéro 2, qui comporte la construction d'un gymnase, de vestiaires et puis de salles complémentaires. Donc le travail s'est échelonné sur 2 ans, pratiquement, je ne me trompe pas. Et on arrive au 13 décembre 2011, où vous avez validé l'avant-projet détaillé de l'extension du complexe sportif Jean-Pierre Moussoir. L'architecte continue à travailler et on en arrive aujourd'hui à fixer l'avant-projet, fixer le coût prévisionnel des travaux suite au dépôt de l'avant-projet détaillé. Prévisionnel connu. En conséquence, il y a lieu de fixer par avenant le forfait définitif de rémunération de l'architecte qui a bougé de façon substantielle depuis 2001. Considérant qu'il y a lieu de regrouper les tranches conditionnelles 2 et 3. Donc on va solder le marché. La commission des finances, suite à l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, la commission de finances le 9 mai pour la commission d'offres. On vous propose de regrouper les plans conditionnels 2 et 3 du marché de maîtrise d'œuvre dans le cadre du travail d'extension du complexe Jean-Pierre Moussoir, de passer un avenant numéro 5 du marché de maîtrise d'œuvre avec l'ABES afin de fixer comme suit le coût prévisionnel des travaux
et le forfait définitif de rémunération. Donc, un coût de rémunération, un taux de 6,38 par 96,16%, qui résulte du marché initial. Un coût prévisionnel des travaux, 3 105 075 €, ce qui fait donc un forfait définitif de rémunération de 190 496,60, à quoi s'ajoute la TVA, donc un montant total de 227 833,93 €. Et vous êtes obligé d'autoriser le maire à signer cet acte. J'ai été clair dans mes explications. J'ai une question à vous poser. J'ai du mal à comprendre quel était l'intérêt en 2001 de passer un contrat qui nous engageait sur des comptes de travaux successifs, sachant que ça nous porte quand même 10 ans après, et que du coup on n'a pas de nouvel appel d'offres sur cette extension. Donc j'ai du mal à comprendre, mais vous avez peut-être une explication. Ça avait été, si, on y avait bien réfléchi à l'époque en disant, eh ben, si l'on fait une opération d'ensemble, d'abord on imaginait qu'on irait plus vite que 10 ans. Voilà. C'était peut-être un postulat de l'époque. Et puis on voulait surtout que les équipements soient bien placés, tels que la chaufferie, et qu'ils puissent servir au chauffage de l'ensemble des opérations, que ce que l'on mettait comme issue de secours sur le dojo tennis puisse se raccorder sur un couloir de desserte de l'ensemble des salles en deuxième tranche. Il y avait un certain nombre de principes que l'on avait voulu construire dans une opération d'ensemble. Et on s'était dit à l'époque, on veut un maître d'œuvre unique et puis une conception au stade de l'avant-projet qui permette de tenir compte de cette extension que l'on prévoyait déjà. Je peux comprendre votre calculation d'il y a 10 ans, mais si c'est à refaire aujourd'hui, vous procéderiez de la même façon. On peut aussi se dire des fois, peut-être que j'aurais dû faire autrement. Et puis, oui, c'est pas, ce que je dis là, c'est pas une vérité. Hein. C'est pas une vérité gravée dans le marbre. On l'a réfléchi comme ça à l'époque. Si à l'époque on avait pensé de réaliser le gymnase que 10 ans après, peut-être qu'on aurait travaillé différemment. Mais on pensait que ça suivrait dans un laps de temps plus court de quelques années. Merci. Donc, alors, ceci étant, on s'est posé la question, est-ce que, parce que le coût de l'architecte est substantiellement augmenté, lorsqu'on tient compte de l'augmentation des surfaces, parce que les surfaces ont été multipliées par 30 ou 40%, avec les études que l'on a menées avec retard. Les indices de prix ont évolué aussi, les prix ont évolué depuis 2001, donc ça, plus ça, plus aussi un souci plus fort en matière d'isolation et de mode de construction plus actuel, fait que lorsqu'on ajoute ces différents éléments, on retombe sur le forfait de l'époque. Le forfait de l'époque multiplié par les trois coefficients dont on vient de parler, on retourne sur le forfait d'aujourd'hui. Par contre, si le coût prévisionnel change, on aura encore un autre avenant. Hein? Alors, attendez. D'accord. Non. Oui, vous avez raison. Si le coût des marchés est inférieur, on n'aura pas de révision de la rémunération définitive du maître d'œuvre. et si c'est supérieur, C'est pareil. Là, c'est vraiment au stade projet ou APD, ça peut être à l'APD aussi. Sur l'estimation faite par l'architecte, on fixe la rémunération définitive. Donc, qui est X% d'argent derrière, en moins, en plus. Donc, il n'y a pas de modification. Sauf s'il y a des travaux complémentaires à notre demande. Non, même pas. Donc, le maître d'œuvre se fait pas rémunérer et sur les travaux supplémentaires à notre demande. Ça rentre, c'est un forfait définitif. Les avenants que vous avez vus dans Tout à l'heure. la décision, Oui. c'est pas par rapport à la rémunération du maître d'œuvre, c'est par rapport au coût prévisionnel que le maître d'œuvre doit respecter, s'engage à respecter. Donc si au cours du chantier, il demande du maître d'ouvrage de faire des travaux supplémentaires, c'est normal que le maître d'œuvre ne soit pas pénalisé par rapport à son coût prévisionnel de travaux. Mais il n'a pas d'augmentation. Mais il n'a pas d'augmentation. Merci de cette précision. Merci de cette précision. Je peux mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention.
l'urbanisme. Donc, je vais donner aussi lecture de ce projet de délibération. Donc, vous n'avez pas été sans lire dans la presse il y a quelques semaines de cela une proposition puis une décision par loi de majoration des droits à construire de 30%. Et donc ce décret ou cette loi a été elle a précisé aussi les modalités de mise en application de ces majorations de droits à construire. Et soit on dit rien, et puis donc c'est appliqué d'office, soit on précise comment on veut que ces modalités soient appliquées, ou tout simplement qu'elles ne soient pas appliquées. C'est une possibilité de chaque commune française. Alors, la loi du 20 mars 2012 a pour objectif d'augmenter de manière transitoire. Alors, notez bien aussi que c'est de manière transitoire. Ça ne va que jusqu'en 2016, au 1er janvier 2016. Donc, d'augmenter de manière transitoire les possibilités de construire pour permettre la construction ou l'agrandissement de bâtiments à usage d'habitation. Cette loi décide que les droits à construire résultant du gabarit, la hauteur, non, c'est la hauteur après, du gabarit, de l'emprise au sol ou du coefficient d'occupation des sols sont majorés de 30% dans les communes dotées d'un document d'urbanisme. Alors c'est un dispositif national. Cette loi sera applicable de plein droit 9 mois après sa promulgation, soit le 21 décembre 2012. Cette mesure est transitoire et ne vaudra que pour les demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2016. La collectivité a néanmoins la faculté de délibérer pour refuser cette mesure ou bien décider de ne l'appliquer que sur certains secteurs. Dans un délai de 6 mois, à compter du 21 mars 2012, le maire doit mettre à la disposition du public une note d'information présentant les conséquences de l'application de la majoration de 30% sur le territoire de la commune, notamment au regard des objectifs mentionnés à l'article L121.1 du Code de l'urbanisme. Le public disposera d'un délai d'1 mois pour formuler ses observations, à compter de la mise à disposition de cette note. Les modalités de la consultation du public, du recueil et de la conservation de ces observations sont précisées par le conseil municipal. Donc c'est l'objectif de cette délibération. La commission urbanisme développement durable du 15 mai propose de fixer comme suit les modalités. La consultation du public aura lieu du 13 juin au 13 juillet. Les dates et les modalités de la consultation seront rendues publiques au moins 8 jours avant le début de la consultation, soit au plus tard le 5 juin 2012, par affichage sur les panneaux administratifs, mairie et agence postale, par une information sur le site internet de la commune, dans le journal Ouest France. Je ne sais pas si on l'a mis dans le bulletin. Non, on l'a pas. Si. D'accord. La note d'information sera consultable à la mairie et à l'agence postale aux heures et jours d'ouverture au public ou sur le site internet de la commune pendant la durée de la consultation. Les observations du public pourront être consignées dans un registre disponible à la mairie et à l'agence postale aux jours et heures d'ouverture au public, par courrier ou par message électronique pendant la durée de la consultation. À la fin de la consultation, et après que le maire en aura présenté la synthèse au conseil municipal pour lui permettre de délibérer, la note d'information, la synthèse des observations du public et la délibération du conseil municipal seront consultables à la mairie pendant 1 an. Ce conseil municipal, on le voit pour septembre, Madame le maire ? Fin septembre. Ça nous laisse un peu de temps après la consultation plus grave. Alors, on aurait pu vous remettre la note de synthèse que l'on a préparée,
mais on voulait que la commission d'urbanisme de demain la parcours, fasse déjà des commentaires. Alors, ce que je proposais tout à l'heure à Mme Lebert, c'est que dès mardi ou mercredi, jeudi, une fois avoir eu l'avis de la commission d'urbanisme, on vous la mette sur mail, on vous la transmet par mail, comme ça vous pouvez en prendre connaissance également avant donc que ça ne soit public. S'il y avait des questions particulières, demander soit des éclaircissements, soit simplement soit apporter éventuellement une suggestion supplémentaire. Bon, c'est un peu particulier comme façon de procéder, mais tenu de suivre cette procédure très stricte si l'on veut. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent pour les communes de... Est-ce que cette loi est pertinente sur le... À titre personnel, moi, je pense qu'il ne faut pas changer les choses et que je trouve que c'est pas une façon pour une commune comme une Guichard, peut-être que d'autres communes sont concernées, mais pour une commune comme Guichard, il va mieux de changer les choses. Et ça, c'est personnel. Et donc, je pense qu'après, il y a des avis différents. On a un plus qui n'est pas si vieux, qu'on a modifié il n'y a pas tellement longtemps pour permettre de la densité autour du bourg. Donc là, je pense qu'on a déjà des règles de densité qui sont suffisamment fortes. Après, volontairement, on a maintenu des densités basses dans des zones UH, et ça c'est très volontaire. Et donc c'est peut-être là que les habitants peuvent être amenés à nous solliciter. Ils nous sollicitent déjà lorsqu'ils veulent des divisions supplémentaires, mais politiquement, on a eu notre choix de maintenir un coefficient faible en zone UH. Donc on a expliqué, on a essayé d'être assez clair dans la notice, dans le mémoire qui sera joint au dossier d'enquête. En fait, on a repris zone par zone ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, quelle est la conséquence, j'ai dit mathématique, des 30%. Et après, les incidences par rapport donc, aux enjeux de l'urbanisme et sur l'impact que ça peut avoir dans telle zone d'augmenter. En termes de hauteur, 30%, ça fait par exemple un étage de plus à un immeuble. Donc voilà, donc l'impact que ça peut avoir sur les riverains qui sont par exemple en lotissement, d'avoir un immeuble avec un étage de plus. Alors non, on peut aussi décider dans certaines zones et pas dans d'autres. Vous voyez un peu le là dessus, je pense que ça serait pas très bien perçu non plus que certains endroits arrivent un peu. C'est vrai que les zones où il y a par exemple si les gens avaient des grands terrains, je pense que ça va passer. Ça, c'est une question qui est souvent évoquée en disant bah oui, nous sommes en zone UH, mais vous avez apporté le tout à l'égout au verger et puis à l'apéret, donc il n'y a plus lieu d'avoir de grands terrains, on peut saucissonner. Mais il n'y a pas que l'assainissement, il y a d'autres problèmes. L'inondation. Il y a des problèmes de déplacement, de transport d'hiver, dans l'air. Ça peut éviter le gaspillage de terre agricole. C'est aussi expliqué. Ah oui, de dire de densifier dans certaines zones. Oui, mais bon, au jour d'aujourd'hui, on ne va plus gaspiller, à mon avis, de terre agricole. Enfin, si, on va gaspiller autour du bourg, on en prend obligatoirement. Oui, voilà, c'est pas vraiment gaspiller avec
Excusez-moi. Mais, alors, on l'a mis dans la note, hein, Guichin a une particularité en matière d'urbanisme, c'est d'avoir, dans les années 75, autorisé des zones banales de l'époque, qui lâchent aujourd'hui sur 200 hectares, donc une surface plus grande que tout Guichin et Pont-Réan aggloméré. Donc on a là, sur ces zones, si on voulait les considérer comme des zones urbaines, à proprement parler, on va faire une ville nouvelle ou des villes nouvelles dans des axes entre les villages. Enfin, vous lirez le document, je pense qu'il est suffisamment explicite. Commission d'urbanisme aussi. Actuellement, on est en R+2, on ne peut pas passer en R+3. Mais on est déjà en R+2 plus attique. Oui. C'est-à-dire que les immeubles qui se construisent à Guichin sont conformes au plus. C'est-à-dire qu'on pourrait, avec ces 30%, on pourrait autoriser un étage supplémentaire. Oui. Je pense que là aussi, si on a donné R+2 plus attique, on a considéré que il ne fallait pas aller au-delà dans les zones U, C et UE. Donc voilà, les 30% permettraient un étage de plus en zone urbaine. Oui, bon, dans la note, on suggère voilà, bien, écoutez, est-ce que vous avez des votes contre ou des abstentions? C'est à voter. Un point simple qui traîne depuis longtemps et qui va dans le bon sens, la boulangerie de la rue du 11 novembre. Décision de non-préemption. Donc, on a reçu le 26 avril 2012 une déclaration de cession du fonds de commerce de boulangerie exploité au 17 de la rue du 11 novembre, anciennement exploité par M. Gau et qui est repris par un couple de boulangers. Donc on vous propose, considérant que le repreneur du fonds va maintenir l'activité boulangerie en place, la commission urbaniste propose que la commune ne fasse pas jouer son droit de préemption. Donc c'est une bonne nouvelle et ils attendent maintenant avec impatience de pouvoir rouvrir la boulangerie et nous aussi. Donc, pas de contre, pas d'abstention. Eh bien, en fait, ils sont un peu retardés parce qu'on n'avait pas de conseil municipal avant aujourd'hui. Puis, le notaire nous a saisis il y a 15 jours. Donc, il signe normalement demain. C'est-à-dire que dès demain, on leur envoie les délibérations validées par la préfecture. Il signe normalement demain et il ouvrirait le 15 juin. Si tout va bien. Ce qui vérifie aussi aujourd'hui, donc il ne va pas faire parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils habitent aussi sur place. Ce sont des gens d'une cinquantaine d'années qui ont déjà tenu une boulangerie, qui l'ont vendue, qui se sont mis employés dans une boulangerie et qui aujourd'hui reprennent reprendre un fonds pour aller jusqu'à leur retraite si ça marche bien. Donc on peut penser que ce sont des gens qui sont bien en fait des difficultés d'un fonds blanc. Voilà. Le point suivant, donc c'est un point nouveau que je vous demande d'aborder sur le principe d'abord, puis le principe favorable de continuer. Donc, nous avons été saisis par M. Moulet, qui est président de la société Cap Ouest, que nous avons rencontré, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un hôtel,
avons eu vent de réaliser une opération dans la zone d'activité pour la création d'une résidence de tourisme. On a pensé, il y a aussi un urbanisme que le lieu ne peut pas très bien adapté pour une résidence de tourisme, qui se voudrait éloigner dans une zone d'activité, et que le projet est susceptible de faire fonctionner un centre-ville moins sur le plan du commerce. Donc on lui a demandé si on ne pouvait pas lui être proposé un terrain plus près de l'agglomération de Vichy. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez parler un petit peu plus fort parce qu'on n'entend rien au bout de... Ah bon, et pourtant je faisais un effort pour parler fort. Donc voilà, donc on a essayé de faire cette proposition-là qui lui agrée la proposition. Donc la commission d'urbanisme a aussi regardé le projet favorable. Et donc après, reste, en cas d'avis favorable, à faire une proposition financière qui suive, que l'on pourra redonner tout à l'heure. Mais donc, sur le principe déjà, on parlait, et on vous a joint un petit plan qui pourrait être un terrain réservé par cette résidence, sachant que ce qui est ici, donc la résidence, pour ce qui nous concerne, serait sur la parcelle 114, et que l'accès se fait donc à partir de la 38 par le rectangle, le carré, pardon, qui est dessiné avec une voie parallèle interne qui accéderait, donc qui donnerait accès à cette résidence de tourisme. Il n'y a pas d'accès sur la rue des Rochers? Non, pas d'accès sur la rue des Rochers. C'est-à-dire que dans ce plan que l'on voit aussi à long terme, on se dit qu'il y aura un seul accès sur l'ensemble de ces parcelles 74, 75, 115, 114, qui se ferait par cette placette qui accéderait par la RD 38 et qui pourrait distribuer l'ensemble des terrains. Alors, je ne sais pas si, Madame Lebert, dites en deux mots aux résidents de tourisme ce que vous avez retenu. On va parler à deux voix comme ça. Donc c'est en fait qu'on appelle plus une résidence d'affaires, c'est-à-dire c'est une résidence de logement, c'est pas un hôtel. Ce sont des logements qui sont loués au mois à des entreprises qui font appel à des salariés, soit parce que ils ont besoin d'un renfort ponctuel dans une entreprise de la région pour quelques mois, et ils ont besoin de compétences complémentaires qu'ils peuvent avoir dans une autre de leur société en France. Ça peut être aussi des salariés qui sont mutés dans l'attente de trouver un logement. Ils sont donc logés par leur entreprise dans ces petits studios ou duplex, puisqu'ils peuvent accueillir des familles aussi quand les salariés restent le week-end dans leur logement. Donc vous avez ça des suites. Donc c'est assimilé à du logement plus qu'un hôtel. C'est des appartements meublés avec une cuisine. Voilà. C'est bien de louer à la semaine, en général, ils disent que les entreprises louent les logements au mois. Alors en général, c'est installé près d'une grosse zone d'activité. Donc il y a beaucoup de commerciales, techniques, technologiques. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment ce besoin sur notre commune déjà? Quel est l'intérêt d'installer ça aux portes d'un quartier résidentiel? Est-ce que les usages sont conformes aux habitudes de ce quartier résidentiel? De plus, je me pose une autre question aussi sur notre entrée de bourg. Là, ça veut dire qu'on étonne notre entrée de bourg. Pour une commune dont la devise est l'avenir en vert, j'aurais aimé qu'on préserve notre image quand on arrive dans notre bourg. De plus, je note que l'accès sera par la RD 38. Cependant, pour habiter ce quartier, je connais bien la fréquentation routière. Et déjà, quand je sors de mon petit
lotissement que j'ai du mal à sortir parce qu'il y a un flux continu de voitures qui arrivent de la RD38. Je le connais, monsieur le maire, j'habite là. D'autres habitent ce quartier pourraient vous le dire. Et donc, je me demande si ça va être pertinent dans le temps et si à un moment donné, vous n'allez pas permettre un accès sur la rue des Rochers, qui là pose carrément un gros problème. C'est que vous savez bien que la rue des Rochers, elle pose des difficultés aux riverains, puisque ça fait 9 ans qu'il y a une circulation très rapide sur cet axe, puisqu'on jouxte la zone artisanale. Donc en fait, il y a des gens qui travaillent dans cette zone artisanale qui ne comprennent pas qu'ici, il y a une zone habitée quand ils traversent cette rue des Rochers. Il y a des enfants qui jouent, on a déjà un gros problème, une voiture qui a fini dans le terrain d'un habitant. Une voisine a eu de grosses difficultés sur sa voiture et puis s'il aurait pu y avoir un drame, franchement, ça aurait pu mal finir. Donc moi, je m'interroge vraiment sur la pertinence d'installer cette résidence ici. Je m'interroge aussi sur le prix de vente du terrain. J'ai beaucoup d'interrogations sur ce projet, sur l'utilité, sur le lieu que vous choisissez. Je pense qu'au contraire, il aurait été plus pertinent de le mettre à côté de la zone artisanale. Parce que c'est comme ça que c'est fait dans d'autres résidences. Vous voyez, quand j'étais dans votre résidence, c'était à côté de la zone Airbus à Toulouse. Ça jouxtait les entreprises. Et là, vous le mettez dans un quartier résidentiel. Donc, d'autre part, si je reviens sur le PIB, il me semble que là, nous sommes dans zone UEC. Zone UEC. Et si je prends le rapport de présentation du PIB que vous avez adopté en 2007, il est indiqué que sur la zone UE, alors je vous cite, elles sont destinées principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation, ainsi que les activités, commerces et services de proximité nécessaires à la vie de quartier. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on respecte aussi notre flux en installant ce genre d'activité au cœur d'un quartier? D'autre part, quand les habitants se sont installés sur ce quartier, on leur avait indiqué que ce serait des équipements collectifs, pas une résidence de tourisme d'affaires. Voilà, donc j'ai toutes ces interrogations sur ce projet, mais je vais vous laisser le présenter. Ok. En fait, le présenter, je crois qu'on n'a pas d'autres présentations. On a quelques images, quelques photos de réalisation qui ont été réalisées par le groupe. Il y a même la machine à laver, là, on va pas faire ce pressing. Mais bon, C'est le commerce et le restaurant. Ce ne sont que un exemple de réalisation de ces autre avis peut-être, Madame Aubert a donné un avis, mais il y a peut-être pas que celui-là. Oui, Madame Piffet. Moi j'avais une question concernant les terrains 74, je crois, et l'autre à côté, vous avez déjà prévu quelque chose dessus? Non, alors dans le plus, on doit avoir sur l'ensemble de ces terrains une indication sur les équipements que l'on pourrait y trouver. Je pense que ça figure, je n'ai pas exactement en tête. Dans les orientations d'aménagement du PLU. Et donc on a essayé d'être un peu volontairement assez large pour ne pas bloquer une opération, mais l'idée qu'on en avait, c'est d'avoir dans cette entrée d'agglomération des équipements collectifs, pourquoi pas, des équipements de service, des équipements, cette opération-là nous semblait aussi être un équipement de service qu'on pouvait très bien trouver dans ce terrain. Moi, déjà des réflexions, c'est quand même pas pour des familles. Il n'y a pas de policier qui ça. On va éloigner après les autres trucs, Ah oui. des écoles, ainsi de suite. Donc est-ce que ça serait pas mieux auprès de... Alors, autre avis, parce que là aussi, Elif a défendu aussi un autre avis qui se tient aussi et qui est un peu à l'inverse de ce que vient de dire Mme Modèle. Une résidence hôtelière en hôtel, c'est de l'hébergement, dans le sens que, quel que soit le type de contrat qui est passé, soit journalier, hebdomadaire ou mensuel, c'est de l'hébergement. Et à ce titre-là, au contraire, je pense que ça place sa proximité immédiate de l'immobilier pour que les personnes qui l'occupent, surtout là, seraient équipées de petites kitchenettes, puissent fonctionner directement, soit avec le bourg, soit avec la zone commerciale qui est plus loin. Et à l'inverse, on n'a pas de l'habitat, même cette forme-là n'a pas du tout, à mon sens, sa place dans une zone d'activité qui doit préserver
c'est, voilà, moi, C'est un avis personnel. Hein, Moi, je parlais pas de... c'est la commune. oui, voilà. Mais on en termes l'entend. d'aménagement, je trouve au contraire très triste de banaliser les hôtels et de les mettre dans les zones d'activité, dans les zones artisanales, en proximité de Foie du Bois. C'est complètement les écarter des villes. Et puis, à terme, ça risque même de générer des conflits d'usage avec l'activité qui est dedans. On sait que dans ce genre de cas, ça se retourne contre des industries qui avec ces multiples d'usage, se rendent compte qu'ils s'installent des exemples. Moi, j'entends Voilà, ça pour bien spécialiser les zones et bien faire tout ce qui est habitat, peu importe, que ce soit une maison, que ce soit des gens qui habitent à la journée et qui habitent à la semaine ou là, soit bien dans le bon côté. Moi, j'entends votre argumentation sur l'usage des commerces autour. On a pu boucher, on a certes heureusement démangé. Mais attendez, monsieur le maire, j'ai pas fini. Vous êtes toujours pessimiste ou vous critiquez pour Non, critiquer, c'est pas critique pas parce que possible. ça me fait beaucoup de peine. J'en ai parlé ce matin sur le marché avec les anciens bouchers de Pichin et ils sont désolés de voir qu'il n'y a plus de boucherie sur notre route. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose. Vous dites que ça va faire fonctionner les commerces locaux. Donc déjà, je pense que l'hôtel du commerce, lui, est pénalisé par cette arrivée, parce que c'était quand même son secteur d'activité, l'hébergement. D'autre part, étant donné que ces logements sont équipés de kitchenettes, je suis pas sûre qu'ils fréquentent plus que ça nos restaurants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous dénaturez notre entrée de l'eau. Mais c'est votre choix, vous êtes la majorité. Au contraire, je pense que vous êtes demandé aux porteurs de projet de faire quelque chose qui s'intègre bien au bâti existant et au bâti qui existe déjà de l'autre côté aussi de la voie. Alors, pour finir Ça, aussi, je continue également. Et dans l'aménagement du territoire, on est dans une logique de réduction des déplacements. Donc tout ce qui est effectivement du trajet de vie quotidienne, pour aller se nourrir, pour aller aux banques, pour aller au service, ça doit se faire à proximité du bourg, ça doit se rattacher au bourg, et non pas au contraire être complètement excentré. Alors ça, c'est pas seulement un activité personnel. Vous reprenez les principes fondateurs du code de l'urbanisme qui est vraiment renforcé en plus avec le commerce, c'est la demande expresse qu'il faut aujourd'hui aux communes de démontrer qu'elles participent dans les actions d'aménagement à réduire les déplacements individuels. Et quelque part, je rebondis également sur ce que vous dites tout à l'heure, avec Géo de c'est ce qui est également contribue au fait qu'il ne faut pas densifier l'habitat dans les campagnes. C'est une situation existante et ce n'est pas une situation qui est à renforcer en développement l'habitat. nous là, on prend de la terre constructive qui aurait pu être utilisée pour un usage d'habitation. Si vous voulez vraiment rapprocher les habitations du cœur de Vaud, là, on gaspille cette terre-là. Non, pour un prix, parce que vous répondez à un besoin exprimé, parce que effectivement, le porteur du projet a fait ses études. La défiscalisation. Et qu'il faut également des gens qui vont travailler dans le secteur. la même résidence existe à Kerlan. Vous savez que la même résidence, Ça ne va pas vider un autre secteur, c'est une demande apparemment qui existe localement. Mais ne pas dire que chaque acte de construction, c'est forcément un acte de gaspillage. D'autre part, je finirai, je ne reviendrai plus là-dessus, sur la question de la concertation de la population qui vit là. Vous ne leur avez même pas exposé le projet. On voit ça débarquer et on nous demande, nous, élus, un accord de principe. Moi, évidemment, je ne peux pas donner un accord de principe, je ne peux pas donner un blanc-seing à quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc voilà. Christian, Moi, la question que je me pose, c'est que quand on était à l'Île-de-France, il y en a d'autres sur la commune et sur la commune de Corrian. Et je remarque quand même qu'on a encore une demande toute l'année. C'est quand même de la location la semaine. Alors est-ce que vraiment il y en a besoin? Les investisseurs qui arrivent, Madame défiscalisent. Kiefer. Moi, j'ai des interrogations des faits sur les besoins. Autant, moi, j'aimerais bien voir d'un peu plus près les questions honnêtement, parce que je ne vois pas quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont demandeuses dans le secteur de besoins de cette nature-là, que je ne vois pas trop, surtout pas dans le contexte actuel. Je me dis, il y a d'autres, peut-être, il y aurait une nécessité de creuser sur d'autres besoins, effectivement, qu'on peut avoir sur la commune. Alors, en effet, il y a des gîtes, etc., mais en même temps, on sait qu'on manque, par exemple, d'hébergement pour recevoir des sportifs ou des gens qui veulent vraiment faire du tourisme localement. Et là, j'ai l'impression qu'on va plutôt mettre en place des habitats pour les gens, effectivement, enfin, on n'est pas sûr d'une part de remplir, des gens de passage, la vocation ne semble pas très nette, enfin voilà, la dimension touristique là-dedans ne trouvera pas vraiment sa place, c'est ça qui est un peu gênant. Pourquoi pas? Ça mériterait en tout cas, voilà, c'est mon En fait, point de vue, d'être un petit peu creusé, parce que tel que c'est présenté là, je trouve ça
Enfin, moi, je demande d'avoir le projet d'un peu plus près, de voir quelle est l'étude de marché qui est à l'heure. Et honnêtement, s'il faut mettre du mètre carré qui va rester vide et qui va nous faire une petite cité, un peu dortoir en sortie de commune, c'est pas très intéressant. Qu'il y ait une réflexion globale sur un projet, pourquoi pas, mais celui-ci, en tout cas, moi, je vois pas. Comme ça, dans l'immédiat. Je réponds. Il y a des périodes de l'année, en particulier les mois de juillet août, où la demande des entreprises est moins présente. Donc, le porteur de projet ouvrirait d'autres formes d'orientation comme le tourisme. Voilà, maintenant, la majorité de ces clients sont Ce que je peux dire actuellement, le mois de juin, on n'a personne. Ouais. En ce moment, on a eu 15 jours au mois de mai, on n'a personne. Si on prend la période à partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est plutôt calme. Donc, alors, vous pensez que, effectivement, parce Je ne sais pas comment il y en a là-bas. qu'il y a 2 gîtes ou 3 gîtes qui ont du mal à remplir, il faut refuser un projet de ce genre. Il y a passé l'entreprise à Guichin, on va rester sérieux. Là. Est-ce que ça fait... Oui, ça va retour. Mais par rapport au projet de... De toute façon, l'automobile est sinistré déjà, alors je ne sais pas ce que ça va donner déjà. Ils sont trop jusqu'à revenir. C'est de la faute à ceux qui sont... Oui, Est-ce oui, que enfin, ce genre de... Non. Oui. Non, mais est-ce que ça n'irait pas avec ensemble si là-bas c'est la résidence à la fois de bureau, à la fois de l'enseigneur, et ainsi de suite. C'est la Massey. Non, pas là, mais si Sur sur Montaigne-Bourg. la Massey il y a Alors des entrepreneurs ou des entreprises et... Combien de logements 80, 85. C'est ce que j'ai c'est ce que j'ai indiqué. Et si finalement il s'avérait qu'il n'y avait pas besoin et qu'ils n'arrivent pas à remplir la fin de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est vendu en habitation. Donc on a 85 logements arrivés là. C'est pas des logements classiques. C'est une possibilité. Un changement d'affectation, c'est une possibilité. Ça veut dire qu'on accepte de vendre du terrain à 25 € le mètre carré pour des gens qui finalement peut-être un jour le revendront. Exactement. C'est un scandale. Moi je me pose la question. 25 €, il ne faut pas déconner. Du projet. Vis-à-vis de nos habitants qui cherchent des terrains et qui payent cher les terrains, je me pose des questions. Bon, en fait, ça n'est pas non plus un terrain à bâtir au même titre qu'un terrain d'usage individuel. C'est pas non plus la même chose. Pour le prix de 25 €, nous, on vous a aussi mis cette décision de principe parce qu'il nous faut solliciter l'avis de nous-mêmes qui refusons. Et que, donc, on a indiqué dans cet avis qu'on solliciterait l'avis des domaines et qu'on le soumettrait une fois qu'on aura eu cet avis des domaines. Enfin, je sais pas, moi ça m'avait paru une opération assez intéressante pour conforter le bourg. On n'a pas tant de structures d'accueil, de gens qui peuvent fonctionner un peu les commerçants Ils vont aller super rue, les gens, on va arrêter. Il y a donc des lotissements qui vont être faits, amener un appel d'offres à 10 ans supplémentaires. Je crois que la question que je pense est le service, là, c'est quels sont les besoins qu'on couvre. Enfin, moi, honnêtement, je suis perplexe vraiment sur le service rendu à des entreprises au niveau local qui viendraient faire déplacer les populations jusqu'à Guichin. Quand on connaît en plus les difficultés quand même d'accès avec les transports en commun, par exemple. Bon, voilà, il y a d'autres... Enfin, moi, je m'interroge, mais je demande à voir. Hein. J'aimerais bien voir le projet d'un peu plus près. Et le projet, pour le moment, il n'existe pas. Il y a un concept. Oui, c'est ça, c'est un concept. Enfin, moi, je trouve que même sans le mettre dans la zone industrielle, mais par rapport à la parcelle 179, à côté de la maison, il y a un peu plus loin, je pense. C'est la maison qui est plus loin. Non, la parcelle qui est plus loin, en fait. 179, là. Et au moins là, ça laisse la partie là, c'est le niveau des handicap pour les accès au niveau du centre.
avez aussi la volonté dans la réflexion que vous avez évoquée tout à l'heure, de se trouver faire de ville. Oui, je suis d'accord, mais moi je pense que c'est les parcelles qui sont là, pour le moment, a priori, il n'y a rien de prévu, mais il faut avoir une réflexion là-dessus. Si dans 10 ans ou 15 ans c'est prévu, je sais pas, des petits immeubles, des maisons, bon, est-ce qu'on met cet hôtel avant ou plus loin? C'est ça qu'il faut avoir pour une réflexion. S'il a intégré C'est pas de faire. dans un quartier, quelle serait la difficulté? Non, mais si un quartier se construit après. Mais non, justement, c'est ça. Quelle serait la difficulté? Parce qu'il y a une mixité d'habitage, tout ça, ça reste malgré tout une forme d'habitat de logement. Je suis d'accord, mais là, on ne voit qu'une chose. Si on nous disait, voilà, on met ça là et derrière, il y aura ça, un projet, effectivement. Et là, c'est une chose qui est mise comme ça. On peut se poser la question, est-ce qu'elle ne va pas bloquer autre chose? Alors, monsieur Dupont, je vous pose une question. On pourrait faire un projet, dire là, j'aimerais bien un immeuble de bureau, là je verrais bien, je sais pas, une maison de santé, enfin, des idées comme ça, mais je ne vois pas ce que ça va nous donner aujourd'hui, sachant que ce sont des besoins qu'on a du mal à faire venir et qu'on n'est pas prêt forcément d'accueillir. Donc on peut faire un beau projet qui ne verra jamais le jour. C'est ça que je veux dire, hein. On est bien dans la recherche d'activité. En même temps que vous le signalez, Daniel, vous avez un projet sur la Massenet avec des habitations, vous voulez faire venir des entreprises, ça serait plus cohérent en ce moment-là de dire il y a des services associés avec des logements éventuels, avec du tourisme à proximité, vous voyez. Mais là, de fait, il n'y a pas de projet d'ensemble sur cet espace-là, il est à construire. Il y a un autre espace que vous allez mettre en œuvre, sur lequel vous allez lancer diverses études, ou éventuellement, j'aurais mieux compris qu'on essaye de voir comment apporter des choses complémentaires, pour avoir un tout cohérent. Là, nous, on a l'impression de quelque chose qui vient de se greffer sur un espace sur lequel il n'y a pas encore de projet. On peut toujours se dire qu'il y aura un projet à venir, mais pour le moment, on n'en sait rien. Or, il y a des projets qui existent aujourd'hui, alors est-ce qu'il ne faut pas creuser autour de ceux qui sont dans le cours? Je ne vois pas en quoi on devrait faire un tourisme sur le Massey. Il y a des entreprises qui viennent. Aussi une intégration dans un centre-ville, à proximité de commerce. Il y a des commerces qui ne font rien, mais au niveau du tourisme pour les 2 mois d'été, je pense que la partie là-bas est. Oui, elle est peut-être un peu plus attractive, de fait. Oui, en bordure de ville, en sortie de ville. Enfin, vous voyez, si on veut une vocation plus touristique, elle se vendrait mieux dans un espace comme celui-ci que là. Alors, je vois sur un rayonnement de ce type de besoin, c'est pas un rayonnement très local. C'est-à-dire même si c'était au sein de la Massey, ça ne dépendait pas uniquement de la Massey, c'est rechercher effectivement des gens d'un coup d'enfant là. On a bien compris les activités. Et quand on revient effectivement sur le transport collectif, juste à côté, on a quand même un minibus qui passe et qui s'arrête pour les on n'est pas non plus complètement voilà, moi franchement, on a très peu. L'hébergement hôtelier en aucun cas de figure. Même riche à monter en ça ne se conçoit dans une zone d'activité telle que le porteur de projet là, initialement, ça peut se faire effectivement soit dans le tissu urbain, soit en continuité du tissu urbain, puisqu'à terme, toutes ces zones-là vont être amenées à évoluer. Voilà, je pense. Nous, on n'a pas d'autre projet à terme. Si vous voulez, c'est un peu gênant, parce que là, vous nous parlez d'un projet à terme, à quelle échéance? En attendant, là, on construit dans un espace qui est un peu déconnecté du reste des habitations. Il est connecté à l'habitat existant. Il y a la fermeture. Enfin, reconnaissez qu'il y a d'autres projets en cours, ça mériterait d'être réfléchi. Enfin, vous voyez, en dehors du principe, avec tous les arguments que vous avez avancés, il y a peut-être des espaces qui sont mieux indiqués que celui-ci. Surtout sur la question du transport, parce que là, vous évoquez la question du transport sur les champs. Donc, vous savez que la fréquence du transport de la ligne qui part de Guichon pour aller à Rennes, il serait plus judicieux de le mettre à Pont-Léon, parce que quand vous traversez le pont, vous avez les bus de Rennes Métropole. Donc là encore, un argument pour que ce ne soit pas ici. N'accédez pas au bus de Rennes Métropole que je sache aujourd'hui. Monsieur le maire, si, en traversant le pont. Le pont et vous accédez au bus de Bourg. Voilà, tout le monde peut acheter un ticket. Bien discuté, est-ce qu'on est bien plus avancé? Je ne sais pas, mais c'est difficile d'avoir dans un sens. Oui, mais alors le projet, Madame Lebert, j'ai pas de projet, parce qu'en fait on ne va pas dire
peut travailler si on lui dit, bah non, c'est niette. Dans la zone de la courtinette. Vous montrez quelques images, Madame Lebert, mais je dis bien, ce sont quelques photos d'opérations qui ont été réalisées dans d'autres villes. Oui, c'est gênant. C'est parce que le projet n'est pas abouti. C'est pas vrai. On va essayer de fermer les... Attendez, je vais essayer de fermer Le rideau. là. Bon, ça ne va pas donner grand-chose. C'est bon, Madame Lebert, c'est pas la peine d'assister, ça ne nous donne rien de plus par rapport à notre projet, mais on voit si on sait qu'un immeuble d'habitation. Non, non, pas du seul. Mais je ne suis pas sûre parce que c'est que quelque chose. Ça, c'est un autre exemple. Oui, c'est Ça, c'est la qualité de... C'est bon? Oui. Oui, le projet n'existe pas, on a le conseil, je sais, et puis l'architectural qui viendra, la décision que nous allons prendre ce soir. Alors, Élie Bricot me dit, rappelez que première intention, qui est toujours en activité, c'est la construction sur la zone de la Rose, juste à côté de ex-Pigeot. Donc un endroit qui est totalement déconnecté de la partie village ou ville ou Bichat, comme vous voulez. Les Capouesses, ils ont fait des choses pas loin d'ici. Alors ils ont une opération à Bru, dans la zone d'activité de Bru, à côté de Groupamont. Carnat. Au cœur du secteur des entreprises. Mais bon, mais je sais pas. Hein, C'est joli. Ça se justifie. C'est joli. Non, j'ai pas été voir. La ville, le soir, avec quelques personnes, on dit que ce ne sont pas des habitants de pavillon, mais ce sont des habitants d'habitat, donc on les sécurise pour la vie. Ils peuvent passer que de nuit. J'assiste quand même, seront pas là. pendant un hôtel, c'est une forme d'hébergement qui a trouvé sa place dans l'habitat ou dans la communauté d'habitat. Madame Bricot, je pense que... Il y a d'autres communes qui font d'autres choix, mais c'est pas un avis qui est partagé par l'ensemble des élus, y compris dans la je majorité. viens de me dire, c'était mon avis, madame le maire. Vous l'exprimez souvent le vôtre, moi je l'exprime. Je serais contente, laissez-moi. Je vous laisse exprimer votre avis. Je serais contente qu'on vote parce que je pense qu'au sein de notre majorité, il y a des avis différents qui peuvent... Mais on va voter, madame, ne vous inquiétez pas. Mais voter sur un accord de principe, déjà, il y a quelque chose qui me pose problème. Voter sur
pas d'accord sur le principe. Alors dans ce cas-là, vous préfériez qu'on vote définitivement sur un projet. Dans ce cas-là... Là, vous nous demandez de voter sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas quelle est l'architecture, on ne sait rien. Mais si, vous le savez autant. Alors, justement, je ne vais pas vous demander de voter sur un projet architectural, mais ce sera trop tard alors. On ne va pas laisser quelqu'un travailler un projet architectural sur un terrain pour lui dire non, on est plus vendeur. Ça n'est pas discutable, mais en étant encore sur d'autres espaces, moi, je me permets encore une fois d'insister. Mais on a fait le tour de la commune, là, madame. Plus indiqués à ce jour. Le marché est centralisé, ça peut être très bien placé. Non, enfin, on ne sait pas. Non, mais ce ne sera pas pour vous non plus, Aguisson. Ce sera pour des ouvriers ou des employés qui vont rester une nuit. Du terrain pour une opération. Les entreprises, c'est pas du ça qu'elles vont être seules à masser. Alors que S'il n'y avait rien du tout, comme l'opération sera accolée au bâti existant, on va voir en quoi c'est gênant. parce qu'on Ce sera aussi un complément à d'autres activités qui viennent contrôler l'espace. Il y a de la chance, alors il y en a d'autres qui ont une bonne verte devant chez eux. On revient sur quelque chose de dire, si la place n'est pas, si on convient que dans la zone d'activité, en fait, ce sont des gens qui vont pas faire fonctionner le centre-bourg, à venir dans les commerces ou les restaurants du centre-bourg. Si on est d'accord sur ce principe, c'est bien en limite d'agglomération qu'il faut le mettre. on sait que ça sera urbanisé. Ils viendront peut-être à pied. Est-ce qu'ils sont vraiment très loin quand on les met sur ce terrain près de la zone d'activité par rapport à ce terrain Si on ne viendra pas à pied, on viendra en voiture. On est sûr de rien. On peut laisser. On risque de dénaturer notre entrée de bourg pour les Pourquoi voulez-vous qu'elle soit dévalorisée? Parce que, monsieur le maire, une entrée de bourg qui est bétonnée, c'est quelque chose Mais non. visuellement, c'est une forme de pollution visuelle. Il faut préserver des espaces verts aussi dans les entrées de bourg. Dans ce cas-là, on ne fera jamais rien sur ce terrain, il restera toujours en... Vous pourriez imaginer un parc, vous pourriez imaginer un parc. Oui, le parc existe un peu. On a déjà un bois de l'autre côté, on n'a pas une entrée de bourg. Mais bétonner, c'est avec du béton, enlever les arbres, le verre, enlever le ciel, la pluie, tout ce qui vous gêne. Et donc on a du bâti. Il faut vivement une chambre aseptisée, alors. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On vote? À main levée? Ou à bulletin secret? Main levée? Bon alors, il y a plein de pouvoirs, hein, donc il faudra bien compter, chacun compte ses pouvoirs. Mais ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils votaient, les pouvoirs. Moi, doivent le dire. Alors, je vais commencer comme je fais d'habitude. Quelles sont les personnes qui sont contre? Avec ceux qui ont des pouvoirs, 1, 2, 3, 5, 6. Dans l'état actuel, j'entends bien, parce que si on avait une ouverture sur deux discussions qu'on a évoquées autour d'un autre site avec une vocation aussi touristique, etc., ça pourrait se rediscuter, mais en l'état, voilà. Je tiens à préciser. C'est pas un non comme ça pour le plaisir. Mais c'est en l'état sur le terrain parce que vous estimez ne pas avoir fait le tour des autres possibilités. C'est ça, Madame Kiffer? Oui, dans le cadre d'un projet plus intégré, là pour le coup, parce que je suis plutôt d'accord avec ce que dit Madame Dicot. Je ne suis pas favorable à ce genre de site un peu dortoir où des gens sont excentrés, pas au cœur de quelque chose. Mais là, ça ne me semble pas en tout cas satisfaisant en termes de demande. Et puis je pense que c'est pas intégré dans un projet plus global. C'est dommage compte tenu de ce qui est proposé là. Donc il y a peut-être une double vocation au moins à travailler sur un projet comme celui-ci. Parce que moi je doute honnêtement qu'il y ait à ce point-là et sur l'ensemble des logements qui sont proposés, des demandes d'entreprises, en tout cas dans le calcul des choses. Et que si on ne pense pas tout de suite à un projet à double ou à triple défense, on pourrait avoir un bâtiment relativement vide les 3/4 de l'année. Dans ces cas-là, ce n'est pas très intéressant. Ah bah, écoutez... C'est le droit assez pour moi, je suis tranquille. Alors, j'ai contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. La question sur le besoin de
85 logements en plus, parce que vraiment, il y en a quasiment. Mais si on répondait, c'est toujours pareil. Vous dites quand on a fait venir Plasticomnium, s'il y en avait un besoin sur Guichard, on ne sait rien. Mais c'est Plasticomnium ne travaille pas pour Guichard, il travaille pour Rennes. Je ne peux pas vous dire effectivement que ça va ne répondre aux besoins de Guichard. Et il s'en ira. Et ça arrivera de toute façon. Mais si on refuse comme ça tout projet parce qu'on dit, ben, on ne sait pas si. Dans ce cas-là, on n'aura rien, c'est ce que je pense. Non, mais ça rentre en concurrence avec d'autres offres que nous avons sur notre commune. C'est aussi ça Non, qu'il faut ça ne va pas accepter. rentrer en. Enfin, si, peut-être avec des gîtes, comme dit une question, je ne sais pas, effectivement. C'est pas. Les gîtes, les hôtels qui sont déjà installés ici, qui ont du mal à vivre. Donc le besoin, il est normal de se poser la question. Je n'ai pas entendu, mais il y avait une abstention. Ça va plus faire travailler les choses. 400. Poussez la chaise, monsieur, sans abîmer votre... Attendez. Bien. Le point gîte maintenant, donc totalement différent. Ça donnait quoi le résultat du Création d'un emploi d'agent d'entretien de la voirie. Donc lorsque nous avons voté le budget, nous avons fait le choix de créer un seul emploi cette année, qui serait donc un emploi d'agent d'entretien de la voirie, de façon à rendre un peu plus complète l'équipe voirie, avec possibilité de faire fonctionner davantage le matériel de volant. On a fait un appel à la concurrence. On a notre fait un jury qui a entendu un certain nombre de candidats. Et donc on a retenu un candidat qui rentre dans la fonction publique territoriale. Et donc on nous propose de créer un emploi du premier niveau dans la fonction publique territoriale, à compter du 1er juin 2012, à poste d'agent d'entretien de la voirie au grade d'adjoint technique de 2e classe. Contre, à l'abstention. Une question qu'on n'a pas votée en conseil municipal, même si on l'a appliquée en CCAS, parce qu'on a rarement des stagiaires de longue durée. Aujourd'hui, on en a un qui travaille avec Frédéric Baluet dans le cadre de l'assainissement collectif. Et donc, on s'est posé la question de savoir si on pourrait gratifier. On nous propose de prendre une délibération de portée générale où on verserait aux stagiaires de l'enseignement supérieur, l'établissement d'enseignement technique, l'enseignement secondaire, l'enseignement spécialisé public et privé, une somme à hauteur de 12,5 de horaire de la sécurité sociale. La stagiaire si la durée du stage est supérieure à 2 mois et si bien entendu la personne donne vraiment pourquoi qu'elle s'intéresse vraiment à son travail et qu'elle soit efficace naturel. Et on rajoute effectivement qu'on reçoit aussi beaucoup de jeunes sur des stages d'observation, on est sur des stages de quelques jours, non pas des stages de longue durée, donc ça ne s'appliquerait pas aux stages d'observation. Par contre, à l'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Point 10 ont été traités. Le point 11, Sylvana. C'est la qualification de la cybercommune au 1er septembre 2012. On a un fonctionnement de la cybercommune, comme vous l'avez expliqué, à l'Essonne, de Février est venu expliquer le fonctionnement de la cybercommune. Et donc, les activités de la cybercommune fonctionnent en année scolaire, du 1er septembre au 1er septembre de l'année suivante.
Donc c'est pour cette raison qu'on passe les tarifs là en ce moment. On aurait pu les passer en fin d'année comme on avait fait pour les autres tarifs. Donc on a souhaité à la commission respective finances et puis communication, on souhaitait ne pas augmenter les tarifs des services ou des prestations pour les familles. Donc un petit peu comme on avait fait l'année dernière lorsqu'on a augmenté les tarifs, on n'avait pas augmenté non plus les services culturels, notamment les bibliothèques étaient restés identiques et les spectacles sont aussi restés au même tarif que l'année précédente. Donc dans la cybercommune, on a souhaité faire la même chose pour les familles. Donc l'abonnement reste à 20 €, à la séance ça reste à 2,90 € et puis les frais d'inscription pour l'animation restent à 5,25 €. Donc le même principe aussi pour les demandeurs d'emploi en gratuité. Et par contre, pour les tarifs qui sont facturés aux services publics relevant d'AXOR et les animateurs du service délégué de l'enfance jeunesse, donc c'est des séances d'1 heure pour 6 personnes, donc de 6 là on a fait une augmentation de 5% de ces tarifs. Donc de 16,80 € on passe à 17,64 €. Et la commission communication qui s'est réunie après la commission finance propose par contre de maintenir aussi dans les tarifs pour les impressions. En fait, on avait proposé une augmentation de 2%. Les petits centimes, on disait ça va faire un petit peu de la comptabilité pour les sommes difficiles. Donc on souhaite maintenir les tarifs du A4 noir et blanc à 20 centimes. Le A4 noir et blanc recto verso à 30 centimes. Par contre, on ferait une augmentation du forfait pour 30 copies A4 noir et blanc. On passerait de 3,80 € à 3,85 €. On arrondit le chiffre antérieur pour faire un peu de compris. Le forfait pour 30 A4 noir et blanc recto verso, pareil, on passe à 5,80 €. Et puis le A4 couleur, on passerait à 1,15 €. On n'a pas compris la subtilité des arrondis, mais faites confiance à la commission. Les gens payent les abonnés qui payent un numéraire à l'ISON, donc c'est pour éviter d'avoir des infantiles. Voilà, des petites pièces Les 17,64, vous n'avez pas voulu les arrondir, ceux-là. C'est différent de recettes. Les titres de recettes, on voit. Vous n'avez pas voulu le mettre à 17,65, c'est final. Bien, donc sur ces tarifs proposés, est-ce qu'il y a des votes contre, est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Bon, taxe locale d'équipement, on a quelquefois des demandes de la trésorerie de Dinard qui nous demandent de bien vouloir exonérer de majoration d'intérêt de retard lorsque les paiements sont effectués, mais avec un peu de retard. Donc on a deux demandes, et là pour M. Beauducel et Mme Tricot. Jusqu'à présent, on a à chaque fois accepté de ne pas prendre des pénalités et donc de faire des remises gracieuses. C'est ce qui vous est proposé ici, considérant que les personnes avaient des bonnes raisons de ne pas pouvoir payer dans les délais. Par contre, à l'abstention, donc c'est un effet de l'unanimité. On a demandé à la discriminée, soit mensuellement, soit trimestre peut-être, mais là c'est trop important de prendre une fois. Je comprends qu'il y a des problèmes pour lier ce système. Vous avez 6 000 € à donner et on vous avertit 2 mois à l'avance, et encore. Mais alors, trouver une autre. Nous on ne peut pas changer ça. Hein, non, mais vous les maires peut-être appuyer une demande. Trésor public. Ceci étant, je pense que les personnes qui anticipent et qui demandent à pouvoir payer enfin moi je sais pas, je pense que quand ils anticipent, bon. Enfin, pour les 6 mois, non, ça peut être remonté. Et le point 13, nous sommes concernés pour un avis à donner sur l'installation
déchetterie de Bru, parce que nous sommes commune limitrophe. Donc la déchetterie de Bru reste sur le même site, mais va être entièrement reconstruite. Les communes comme Bichat ont été sollicitées. La commission de travaux a regardé le dossier avec beaucoup de soin et vous propose de donner un avis favorable, sachant que vous regardez en particulier tous les points qui sont indiqués au titre de l'environnement. Et donc cette déchetterie dessert les communes de Bru, de l'Allier et de Pompéi. Donc la commission de travaux propose de mettre un avis favorable à cette. Pas de recours, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. On va bientôt pour les journées d'élection. On a remis une invitation pour dévoiler les 2 plaques qui organisaient le 16 juin à 11h. Pas à l'église, mais c'est le lieu de rendez-vous qui était à l'église. Ceux qui peuvent le dire. Oui, c'est ça, rassurez-nous. Non, c'est pas. Le rendez-vous est devant l'église. C'est bon, on vous rassure. Merci. Je lève la séance.